Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré au télétravail, mais certainement pas n'importe comment. Webinaire qui va commencer d'ici quelques instants. Alors bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Et je reconnais déjà un certain nombre de personnes qui nous suivent de webinaire en webinaire et je les remercie pour leur fidélité. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, on a l'habitude maintenant, on vous fait patienter quelques instants, et puis on va démarrer d'ici 2-3 minutes avec nos intervenants. J'espère que tout le monde se porte bien et est confortablement installé, peut-être en télétravail, peut-être pas. Dans tous les cas, le sujet vous concerne si vous êtes avec nous cet après-midi, par ce temps bien gris et bien hivernal. Alors, j'espère que votre café est chaud parce que le mien est toujours froid. À cette heure-ci, mon café n'est jamais chaud. Bienvenue à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Alors Stéphanie, si vous avez un problème de son, il semble que cela fonctionne pour d'autres personnes, vérifiez que votre son n'est pas tout simplement éteint. Et si le problème persiste, essayez d'utiliser Chrome comme application pour suivre ce webinaire qui normalement devrait fonctionner avec n'importe quel navigateur. Bonjour et bienvenue à tous. Donc on attend 450 personnes cet après-midi, on en est tout ému et tout ravi. Donc on va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Béatrice, je suis ravie d'entendre, de lire que votre café est toujours froid aussi. Je me sens toujours un peu seule à dire que mon café est froid en début de webinaire. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Si vous nous regardez en replay, je suis navrée de ces quelques minutes qui peuvent vous paraître une éternité. C'est pourquoi n'hésitez pas à utiliser la petite barre de navigation pour rentrer directement dans le vif du sujet d'ici quelques minutes. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour vos petits messages. Vous avez tous vu que sur la droite, vous avez un espace de questions qui vous permet donc de poser vos questions, de faire vos remarques, de nous dire bonjour. Alors, utilisez-le, n'hésitez pas. On va commencer d'ici 1 minute encore. Bonjour et bienvenue à tous. Ça me fait toujours quelque chose de lire des noms qu'on connaît parce que vous nous avez suivis pendant tous ces mois de webinaires qu'on anime depuis le mois d'avril maintenant. On en est pas loin de notre 20e webinaire maintenant sur des sujets évidemment qui tournent autour de la Covid puisque c'est un peu le sujet d'actualité de tout le monde en ce moment. Et ouais, ça me fait quelque chose de vous voir. Bonjour à tous et bienvenue, on va bientôt commencer. Quelques instants que tout le monde soit prêt. Hop. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Le temps de mon introduction laissera venir le reste des participants. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le télétravail qui vous est proposé par GEST. Alors, GEST, c'est quoi? GEST, c'est l'association régionale des services de santé au travail du Grand Est, de la vingtaine de services de santé au travail du Grand Est. Donc, nous sommes évidemment heureux de vous accueillir aujourd'hui, vous, les 430, 450 personnes aujourd'hui inscrites à ce webinaire consacré au télétravail, parce que le télétravail, c'est reparti, mais pas n'importe comment. Donc, je me présente. Je suis Gaëlle Faure, responsable communication à AST67, l'un des services de santé au travail de Strasbourg. Donc, cet après-midi, ce webinaire sera animé par 3 experts. Nathan Coulin, ergonome à AST67. Déborah Rotolo, psychologue du travail à AST67 également, et Fabrice Parrain, ergonome à l'AST67, service de santé au travail, et également sur Strasbourg.
Donc, pour ce qui est des questions, vous avez vu, vous avez un petit outil sur la droite qui vous permet de poser vos questions. On y répondra au fil de l'eau de l'intervention. Et puis, on se réservera un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire avec nos experts. On est parti ensemble pour à peu près 1 heure et quart. Le replay et le support qui vous sera présenté seront disponibles sur les sites internet d'AST67 et de la CST, dont vous aurez les liens donc à la fin de cette présentation. Donc ce webinaire commencera avec Nathan Coulin par un rappel du contexte du télétravail avec un point, Nathan si tu veux bien, merci, avec un point sur les activités qu'on appelle télétravaillables. Nous continuerons ensuite avec les aménagements de poste qui sont possibles en télétravail pour être le plus confort possible avec le matériel à notre disposition. On n'a pas toujours tout le confort, en tout cas pas toujours le même au travail et à la maison. Et puis au cœur des médias ces dernières semaines, les impacts psychologiques et les impacts psychosociaux du télétravail seront ensuite abordés par nos experts en psychologie du travail. Nathan, merci à vous. Merci Gaëlle, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors il nous semblait important pour commencer de rappeler dans quel contexte s'inscrit ce télétravail. Plusieurs études ont été menées durant ces 2 périodes de confinement que nous avons traversées et qui ont propulsé les travailleurs pour beaucoup en situation de télétravail, avec une première étude de l'INSEE qui a montré que nous sommes passés de 3% de télétravailleurs en 2017, ce qui équivaut à peu près à 1,8 million, je crois, à 34% de télétravailleurs en 2020, soit environ 8 millions de personnes. Et évidemment, ce télétravail a eu des conséquences, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et il y a également un certain nombre d'études qui ont été menées afin de déterminer quels avaient été ces effets, quels avaient été ces impacts. La première enquête qu'on a pu trouver est une enquête de l'ANACT qui a été réalisée en mai 2020, donc tout juste après la première période de confinement, et qui a commencé à montrer, à pointer du doigt les effets positifs et négatifs. Parmi les positifs, l'enquête a montré qu'il y avait plus de 2 tiers des personnes sondées qui avaient estimé bénéficier d'un échange régulier et d'un soutien de la part de leur manager, au moins une fois par semaine, ce qui est important à mettre en évidence, mais également des points négatifs. L'un des points négatifs est qu'une personne sur 3 a quand même estimé travailler dans un environnement inadapté et que près de 50% des personnes sondées avaient estimé être moins efficaces et plus fatiguées qu'à l'accoutumée. Une deuxième enquête qu'on voulait mettre en évidence, c'est une enquête d'Harris Interactive, cette fois-ci qui a été menée pendant la deuxième période de confinement de cette année, donc au mois de novembre, et qui, elle, s'est intéressée donc aux conditions de réalisation du travail sur un certain nombre de personnes sondées et actives en emploi. Et cette enquête a montré que près de plus de 25% des personnes sondées avaient estimé télétravailler dans des conditions difficiles, avec des difficultés, et que 39% des personnes sondées n'avaient pas pu avoir accès à une situation de télétravail compte tenu de leur poste. Donc, ça reste une proportion quand même assez importante de personnes qui rencontrent des difficultés dans le cadre de leur télétravail quotidien. Et c'est tout l'objet du coup de ce webinaire, de pouvoir pointer du doigt quelles sont les éventuelles contraintes qu'on rencontre et comment pouvoir s'en prévenir. Alors évidemment, le télétravail a plusieurs impacts, plusieurs domaines d'impact. Le premier, évidemment, sont au niveau des troubles musculo-squelettiques, qui sont, je le rappelle, dans le cadre du travail, la première cause de maladie professionnelle déclarée en France. Donc évidemment, les TMS touchent aussi potentiellement les télétravailleurs et il est important de s'en prémunir. Mais aussi et surtout le domaine des risques psychosociaux qui se sont vus élevés en hausse pendant cette période, puisque on a donc une étude ici de Malakoff Humanis qui a quand même montré que la crise sanitaire et les confinements que nous avons traversés se sont associés à une hausse des risques psychosociaux, et que au mois de mai, c'était le deuxième motif d'arrêt maladie en France, après les motifs principalement liés au virus du Covid-19.
donc ce qui n'est pas rien. Et un sondage de OpinionWay cette année également a montré que 58% de salariés en télétravail à temps complet se sont décrits ou ont été diagnostiqués en détresse psychologique. Et de la même façon, 53% des salariés se trouvaient aussi dans une situation de détresse lorsqu'ils faisaient un télétravail alterné avec du présentiel. Donc ça reste une proportion assez importante de personnes en difficulté. Quelques mots sur les activités qui vont être télétravaillables. Il y a une enquête qui a été faite par l'INSERM et le DRES concernant les activités qui avaient été télétravaillables pendant cette épidémie de Covid et qui montre que, évidemment, logiquement, les professions qui sont les plus impactées, qui ont été le plus propulsées en télétravail concernent les cadres et les professions intellectuelles. Mais cette étude montre également que d'autres secteurs d'activité ont pu mettre en place du télétravail qu'il soit exclusif ou partiel, qu'il soit fréquent ou peu fréquent, mais en tout cas, on retrouve un petit peu de situation de télétravail dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le commerce, dans l'industrie. Et donc, on va voir que finalement, le télétravail ne touche pas seulement les personnes qui travaillent sur un poste de travail sur écran en continu. Un dernier point du coup dans cette introduction, il est important de réfléchir aux activités qui vont être télétravaillables avant de parler de prévention en télétravail et l'ANACT a développé une méthode pour pouvoir identifier les salariés qui pourraient prétendre à une situation de télétravail. L'ANACT nous dit de penser d'abord à une activité avant de penser à un poste de travail, c'est-à-dire de pouvoir faire un lien et avec les fonctions d'un salarié, l'activité d'un service dans lequel il s'inscrit, et plus largement, de manière plus transversale, l'ensemble des projets de l'entreprise. Et l'ANACT nous dit que finalement, pour pouvoir permettre d'identifier s'il y a possibilité de télétravailler, il faut pouvoir d'une part lister les activités, et dans ce listing, évidemment, lister aussi les activités secondaires qui peuvent être réalisées, elles, plus facilement peut-être en télétravail au regard des activités principales qui, elles, peut-être non. Pour chacune de ces activités, évaluer quels sont les freins ou les difficultés qu'on va rencontrer en télétravail. Et évidemment, le troisième point, du coup, trouver les moyens, les leviers pour pouvoir lever ces difficultés et permettre de mettre en place le télétravail. Alors, je vais ensuite passer du coup à la partie où je vais parler de l'aménagement d'un poste de travail en télétravail. La première étape, quand on parle de télétravail, c'est évidemment de choisir le lieu adapté pour permettre de télétravailler dans de bonnes conditions, en tout cas dans des conditions optimales. Le premier conseil à apporter, évidemment, c'est de trouver un local qui va être relativement isolé, qui va être dédié au télétravail, dans la mesure du possible, bien sûr, quand on a un environnement qui le permet, qui va permettre donc d'à la fois optimiser la concentration et également de permettre d'avoir un apport lumineux naturel, puisqu'il faut que ce local ait une vue sur l'extérieur. Le positionnement ensuite des écrans devra être préférentiellement perpendiculaire aux fenêtres pour éviter toutes les problématiques attrait à l'éblouissement ou aux reflets qu'on peut trouver sur les écrans et donc aux postures de compensation qu'on peut adopter par rapport à ces difficultés oculaires, visuelles. Et on va vous conseiller d'éviter d'avoir un écran contre un mur. Pourquoi? Pour pouvoir de temps en temps relever la tête, regarder au loin, relâcher les muscles oculaires et donc limiter encore une fois la fatigue visuelle. En termes de température, il va falloir veiller à ce que le local soit correctement tempéré. Les normes prévoient entre 20 et 24 degrés en hiver, 23-26 degrés en été. Donc il faut globalement garder à l'esprit qu'un télétravail est généralement un travail statique et donc il faut une ambiance thermique associée, adaptée à ces conditions de travail. Et je dirais même veiller aussi à ce que le local soit correctement aéré, notamment en cette période de crise, encore une fois, où il vaut mieux privilégier une aération naturelle de la pièce dans laquelle on travaille. Dernier point sur tout ce qui est attrait à l'environnement de travail, les sources sonores, évidemment, éviter de se positionner trop proche de sources sonores qui pourraient gêner à la concentration, donc se prémunir des machines à laver et autres équipements de la maison qui pourraient nous causer du tort.
Nathan, d'ailleurs, je vous coupe, je me permets, si vous me Mais permettez. allez-y. J'ai lancé un sondage sur la partie droite à côté de l'onglet questions et je vous pose la question de savoir si vous pensez être suffisamment bien installé en télétravail. Donc un petit clic s'il vous plaît et on pourra du coup vous donner les résultats une fois la partie de Nathan terminée. Merci. Alors, une fois que le local a été choisi, une fois qu'on a essayé de réunir des conditions optimales au niveau du local de travail, il va ensuite falloir s'installer pour télétravailler. Et la première étape, c'est de prendre connaissance de la posture de moindre inconfort, c'est-à-dire la posture dans laquelle notre corps va être soumis, en théorie, à moins de contraintes possibles, pardon. Donc cette posture de moindre inconfort, c'est celle que vous voyez ici, qui s'illustre. Donc une posture où une personne est assise sur son siège, bien au fond, le dos en appui contre le dossier. Et on retrouve donc des angles de 90 degrés au niveau des coudes, au niveau du bassin et au niveau des genoux. La règle des 3,90. Sur cette posture de moindre inconfort, les pieds sont positionnés à plat au sol. La tête est positionnée en position neutre, c'est-à-dire droite, sans flexion, sans extension, avec un regard qui se porte du coup devant soi et potentiellement légèrement vers le bas, ce qui est naturel. Euh, et au niveau des membres supérieurs, du coup, on retrouve donc des épaules qui sont relâchées, les bras qui sont ramenés le long du corps, donc on parle de coude le long du corps. Et dans cette posture de moindre inconfort, on retrouve donc des avant-bras parallèles au plan de travail et des poignets dans l'alignement de ces avant-bras. Cette posture-là, c'est la posture dans laquelle on va avoir le moins de contraintes. Et en situation de télétravail, il va donc essayer de s'adapter pour retrouver au maximum cette posture de moindre inconfort, bien qu'on ne puisse pas évidemment l'adopter tout au long de notre journée de travail. Alors, la première des étapes suite à cette prise de connaissance de cette posture de moindre inconfort, c'est de s'intéresser au niveau de son assise. Est-ce que vous bénéficiez d'une assise confortable? C'est pas forcément toujours évident en télétravail de bénéficier d'un siège correct. Il faut composer avec ce que vous avez à la maison. Un siège de salon, un siège de cuisine, un tabouret de bar, c'est pas toujours l'idéal. Il y a certains conseils qu'on peut apporter pour essayer de réaugmenter le confort au niveau de l'assise. Le premier point, c'est de évidemment toujours privilégier un appui lombaire pour notre dos, donc toujours être bien en appui au fond de son siège. Et si votre siège à la maison ne vous permet pas d'avoir un confort optimal au niveau de cette zone lombaire, on peut vous conseiller de positionner un coussin ou une serviette enroulée pour permettre de combler le creux lombaire et vous permettre de vous installer de manière un peu plus optimale. Si vous êtes positionné trop bas par rapport au plan de travail, hein, on a souvent le cas aussi où les chaises de salon sont pas faites pour être ajustées en hauteur par rapport à votre table, donc il peut y avoir des différences de positionnement qui sont gênants. Là, vous allez pouvoir aussi positionner un coussin sur votre assise pour permettre de vous rehausser et vous sentir un peu plus à l'aise. Dernier point au niveau de l'assise, si jamais vous ne posez pas correctement les pieds à plat au sol, ou si tout simplement vous ressentez de l'inconfort au niveau des cuisses parce qu'il y a un appui trop fort sur le siège, vous avez également la possibilité de vous concocter votre propre repose-pied avec donc différents livres ou une boîte à chaussures par exemple, ce qui va permettre de toujours positionner ses pieds à plat sur une surface, mais de pouvoir décoller un petit peu les cuisses du siège pour augmenter son confort. Ensuite, comment s'installer? Je suis correctement assis au niveau de mon siège ou en tout cas, j'essaye de m'installer au mieux de façon optimale pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Les règles d'installation qui suivent vont dépendre des équipements que vous avez à la maison. Il y a 2 cas de figure, comme on le voit sur la diapositive. Le cas de figure où vous avez un clavier et une souris déportés, en plus d'un ordinateur portable, et le cas de figure où vous n'avez uniquement votre ordinateur portable. Quand vous avez un clavier et une souris déportés, c'est très bien. Vous allez en fait vous servir de votre ordinateur comme d'un écran finalement et vous allez pouvoir rehausser l'ordinateur en positionnant par exemple quelques livres comme on le voit sur l'illustration pour ramener le bord supérieur de l'écran au niveau de vos yeux. Le clavier et la souris seront donc à plat sur une surface de travail et au bout de vos mains quand vous avez les coudes le long du corps pour toujours respecter cette posture de moindre inconfort. Et dans tous les cas, on se rapproche du rebord du plan de travail. Si vous n'avez pas de clavier de souris déporté, eh bien, il faut composer avec ce que vous avez, encore une fois. Il faut s'adapter, même si ce n'est pas la situation la plus optimale, il faut faire avec. Et donc, on va vous conseiller de reculer finalement l'ordinateur portable un petit peu sur le plan de travail pour éviter des fortes flexions au niveau cervical en regardant l'écran.
mais pas trop, hein, pour éviter donc tout ce qui est problématique d'écartement des bras par rapport au tronc. Il faut dans tous les cas privilégier un appui des avant-bras, du coup sur le plan de travail et dans la même idée, vous rapprocher au maximum, pour être installé au mieux. Le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est également de faire des étirements du cou réguliers, puisqu'on le sait que travailler sur un ordinateur portable n'est pas, optimal, toute une journée, toute une semaine en télétravail. Donc, on va vous conseiller de procéder à des étirements réguliers pour pouvoir garder une dynamique et éviter, d'avoir des postures, contraignantes, maintenues. Un petit retour sur le sondage avant de vous laisser continuer. Donc, on vous posait la question de savoir si vous pensiez être suffisamment bien installé en télétravail. Et on y est à 55-54% de personnes qui déclarent être bien installées, suffisamment bien installées, et 40% qui ne pensent ne pas l'être, et 6% qui ne savent pas. Évidemment, on ne sait pas toujours si on est suffisamment bien installé. Un petit focus, au niveau de tout ce qui est communication téléphonique puisque, les situations de télétravail vont forcément, tendre à une augmentation, de ces fréquences de communication par téléphone. Il faut éviter de coincer le téléphone entre l'épaule et l'oreille, hein. C'est valable en télétravail, mais c'est valable globalement tout le temps, hein. Il faut donc privilégier, de passer ces appels avec des écouteurs pour permettre d'avoir les mains libres, et permettre donc d'avoir une mobilité plus importante et ça va permettre également de pouvoir vous déplacer, par exemple pendant, les appels téléphoniques, ce qui vous permet de bouger encore une fois. À défaut, possibili de à défaut, pardon, essayez d'utiliser la fonction haut-parleur de vos téléphones si votre environnement de travail vous le permet en télétravail, pour éviter donc ces problématiques de coincement du téléphone. Le dernier point au niveau de l'installation purement, biomécanique, hein, du coup, en télétravail, ça va être de rester dynamique. On l'a vu, il y a une posture de moindre inconfort, on le sait, c'est cette posture dans laquelle les articulations sont les moins sollicitées. Mais pour autant, notre corps n'est pas fait pour, rester statique, il faut pouvoir rester dynamique et le risque en télétravail, c'est qu'on diminue finalement nos déplacements, donc il faut, d'autant plus, être vigilant par rapport à cela. Premier point, garder une activité physique régulière pour compenser du coup ce manque de déplacement et permettre de pouvoir rester, dynamique et de bouger. De préférence, à la fin de la journée de travail, sans écran pour permettre de faire une césure entre, le temps de travail et le temps, privé, le temps à la maison. Je l'ai dit, du coup, profiter des appels pour se déplacer, c'est un excellent moyen pour bouger. Faire quelques étirements, on l'a dit aussi, ça permet de pouvoir garder une dynamique au niveau du corps. La règle va toujours être de toute façon de se lever au moins une fois par heure, pendant au moins 5 minutes, hein, pour éviter, les contraintes au niveau des postures statiques et si, du mobilier vous le permet, un conseil intéressant, est d'alterner entre du travail assis et du travail debout, en positionnant par exemple son ordinateur sur un comptoir de bar ou une table haute, comme on le voit sur l'illustration. Il n'y a pas de temps défini par rapport à un travail assis et un travail debout. C'est une alternance qu'il faut faire, et quand on ressent, une fatigue potentielle et ben, on alterne, on rechange, on se remet assis et cetera. Alors pour aller plus loin, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont à votre disposition si vous voulez approfondir cette question de l'aménagement du poste, en télétravail. Dans un premier temps, il y a 2 vidéos que nous avons, créées, qui sont disponibles sur la plateforme YouTube. La première a trait à l'ergonomie et le télétravail, donc vous allez retrouver un certain nombre d'éléments que je viens de dire, mais aussi d'autres éléments par rapport à votre installation à la maison. Et la seconde, une vidéo qui traite des étirements du coup qu'on parlait, qui vous montre un certain nombre d'étirements que vous pouvez faire au quotidien pour, permettre de rester dynamique. Vous avez également la possibilité de voir un webinaire pardon, en replay, qu'on a fait du coup, au mois de mai, sur le télétravail et l'ergonomie, qui va aussi lui peut-être un peu plus en détail par rapport à l'agencement du poste de travail, qui est aussi sur YouTube du coup via le lien qui s'affiche. Et vous avez également 3 guides pratiques de prévention qui sont disponibles sur notre site internet. Un guide sur, globalement le travail sur écran, comment agencer son poste de travail sur écran. Un guide qui reprend, de manière un peu plus exhaustive tous les exercices d'étirement et un dernier guide qui a été fait spécialement pour le télétravail temporaire où vous retrouvez tous les éléments que je viens de citer aujourd'hui. Merci Nathan pour tous ces éléments pratico-pratiques hein, sur une bonne installation, même et surtout en télétravail.
Déborah Rotolo, vous êtes psychologue du travail à ST67. Cette crise et le télétravail qui y est associé n'aura pas été sans conséquence sur notre psychologie, sur notre état émotionnel, sur notre santé mentale. On fait le point avec vous sur les impacts pour les salariés et les impacts pour le collectif. Oui, bonjour Gaëlle, merci pour cette introduction. Donc en effet, cette deuxième vague a renforcé des éléments qui avaient déjà été tirés du bilan de la première vague du printemps dernier concernant le télétravail. Des situations de travail diversifiées, c'était déjà le cas, mais c'est un phénomène qui a pris plus d'ampleur, tout comme les changements d'organisation, les relations de travail et les pratiques professionnelles, ce qui génère bien évidemment des salariés éprouvés et des collectifs fragilisés, et notre capacité d'adaptation qui est mise à rude épreuve. Donc, ce reconfinement a des spécificités par rapport au printemps dernier, on l'a vu. Concernant le contexte, il est plus anxiogène parce qu'il perdure. Il y a un sentiment d'incertitude, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On parle de troisième vague, peut-être de quatrième vague, donc on ne sait pas du tout. Il y a un sentiment de lassitude qui s'installe. Également, Merci. Donc également le sentiment d'insécurité économique qui est renforcé du fait de certaines activités qui sont à l'arrêt, qui étaient déjà à l'arrêt lors du premier confinement et qui sont de nouveau à l'arrêt aujourd'hui. Ce sentiment d'insécurité, donc les salariés qui travaillent dans ce type d'activité ont un sentiment de sécurité économique qui est d'autant plus important. Et le risque de contamination qui est toujours bien présent modifie largement les rapports sociaux. Et les rapports sociaux au travail, bien évidemment. Donc, comme vous le disiez, Gaëlle, en introduction, la santé mentale et sociale des individus, et donc de ces individus au travail qui sont des salariés, est fragilisée, comme le montre l'étude Empreinte humaine de 2020. Un salarié sur deux serait en détresse psychologique. Cette détresse qui se manifeste par des troubles anxieux, des altérations de l'humeur et des troubles du sommeil, et il y en a aussi d'autres de manifestations. Ces manifestations qui se répercutent sur les arrêts de travail pour troubles psychologiques, qui ont augmenté, qui ont doublé sur le premier semestre 2020 et qui continuent à augmenter. Ces arrêts de travail pour troubles psychologiques représentent aujourd'hui 14% des arrêts de travail longue durée. Donc ce télétravail, donc le reconfinement, comment ça se passe pour le télétravail, quelles sont les conséquences en fait de ce reconfinement au niveau du télétravail. On retrouve des éléments qui étaient déjà présents mais qui sont exacerbés aujourd'hui. Le manque de lien social vient générer un sentiment d'isolement, voire même aujourd'hui d'abandon. Il y a des salariés qui parlent de ce sentiment d'abandon. Comment ça se répercute aussi sur le travail? On sait que les relations sociales sont un régulateur, font fonction de régulation pour vis-à-vis des tensions, des conflits dans le collectif de travail. Et aujourd'hui, ce sentiment d'isolement, aujourd'hui ce manque de relations sociales ne peut plus être aussi efficace en termes de régulation dans le collectif de travail. La question de la perméabilité, je reviens juste sur le sentiment d'isolement et d'abandon. Les relations, les liens sociaux au travail peuvent aussi parfois compenser la perte de sens dans le travail ou des démotivations passagères. Le fait d'être en contact avec ses collègues peut parfois rebooster dans son travail. Et justement, l'absence de ces liens sociaux directs ne peut plus faire office d'eux, et donc ça génère d'autant plus un sentiment d'isolement et d'abandon. Je me permets de rebondir en ayant publié un sondage et je vous pose la question. Avez-vous ressenti un sentiment d'isolement au travail durant ces périodes de confinement? Sondage auquel je vous invite à répondre. Aujourd'hui, on est là tout de suite à 50%. Oui, parfois. Ça peut arriver. Merci Déborah. Ça confirme bien les résultats des études et ce qu'on a vu en introduction.
La question de la perméabilité des sphères de vie privées professionnelles. On en a beaucoup parlé lors du premier confinement, d'autant que à cette période-là, les écoles étaient fermées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En revanche, le sentiment de manque d'intimité et d'intrusion est toujours présent. Il y a des personnes qui ont l'impression, enfin qui évoquent le fait que le travail est permanent, s'invite en permanence dans le foyer, à domicile. Donc ce sentiment de manque d'intimité est largement évoqué par les salariés. Également, par rapport à cela, c'est un phénomène qui est d'autant plus marqué pour les femmes. Donc ça vient aussi renforcer la question de l'inégalité homme-femme dans cette situation de télétravail. Télétravail passager ou soudain. On verra qu'il y a différentes formes de télétravail par la suite. Et également, l'hypersollicitation et le temps de connexion qui augmente, c'était quelque chose qui était déjà évoqué dans le bilan précédent et qui est d'autant plus présent et qui est toujours présent aujourd'hui. Les réunions en visio qui s'enchaînent, les superpositions de réunions en visio, de messagerie instantanée, de mails et de téléphone, ce sont des phénomènes qui sont toujours présents et qui existent et qui sont évoqués par les salariés encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence, ces constats? Sentiment de surcharge mentale ou cognitive, c'est le fait d'avoir des choses, les interruptions dans les tâches, par exemple, peuvent renforcer ce sentiment de surcharge mentale. Le sentiment d'épuisement physique et émotionnel et également le déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui sont des facteurs de risque psychosociaux. On y reviendra dans la partie suivante, qui sera présentée par Fabrice. Mais il est important de voir que finalement ces conséquences, ce sont des facteurs de risque psychosociaux, des facteurs de risque psychosociaux trouvant leur origine dans l'organisation du travail. Il y a des choses qui peuvent être mises en place au niveau collectif et organisationnel, mais nous y reviendrons. Je ne voudrais pas déborder sur la partie suivante. Cette situation génère des diversités de modalités de travail. Des diversités et on peut même parler de fractures, de fractures dans le monde du travail vis-à-vis de ces différentes modalités de travail. Le travail subi et soudain versus le télétravail, je parle du travail, mais c'est le télétravail, excusez-moi. Le télétravail qui est parfois subi ou qui a été soudain, peu préparé, qui s'oppose au télétravail choisi, organisé ou anticipé. Le 100% télétravail, qui s'oppose à l'alternance télétravail et travail sur site ou en présentiel, le management à distance et le management en présentiel, la continuité d'activité en mode dégradé versus l'activité adaptée à la situation, donc les activités qui ont su s'adapter au contexte et aux situations diverses et variées. Et enfin, la question des activités qui sont à l'arrêt totalement et des salariés qui sont en rupture professionnelle versus une continuité d'activité parce que le contexte permet de continuer l'activité malgré tout. Donc, on voit bien que cette diversité des situations de travail a pris plus d'ampleur, en tout cas l'opposition, l'opposition, enfin ce qui oppose ces différents types de situations est d'autant plus marqué aujourd'hui. On continue. Concernant les conséquences de cette diversité de situations, le manque de reconnaissance est évoqué, également donc le sentiment d'isolement et le manque de liens sociaux, on en a déjà parlé, la perte de sens dans son travail, le sentiment d'inutilité sociale et le sentiment d'injustice. En effet, si on revient sur la diapo précédente, le fait qu'il y ait des activités qui soient totalement à l'arrêt ou des activités qui continuent, ça peut générer un sentiment d'injustice, ou un sentiment d'inutilité sociale. Le fait qu'on soit sur du télétravail qui soit subi ou soudain peu préparé, ça peut aussi modifier la perte de sens dans son travail et
renforcer le manque de reconnaissance. Donc, on a ces conséquences qui sont vécues comme négatives et qui s'opposent aussi à des perceptions du télétravail lorsqu'il est adapté, peut être vécu comme un levier. Donc, on voit bien cette question du télétravail qui est quelque part dichotomique entre un télétravail qui est préparé et adapté ou un télétravail qui serait inadapté à la situation ou à réenvisager ou à repenser et à réorganiser. La distanciation sociale contraint à se réorganiser, bien évidemment. On le disait tout à l'heure, les rapports sociaux directs font fonction de régulation dans le collectif de travail. Lorsque aujourd'hui les liens sociaux ne peuvent plus être directs parce que les personnes sont en télétravail, on communique beaucoup plus par écrit. Il peut y avoir des interprétations ou des mauvaises interprétations et donc ça peut générer des tensions. Par ailleurs, des échanges lors de réunions en direct qui pourraient être parfois source de tensions passagères, en situation normale, peuvent être régulés à travers des temps de convivialité. Voilà, des échanges un petit peu musclés en réunion où il y a des opinions qui peuvent s'opposer, peuvent ensuite être réglées lors de la pause déjeuner et les choses se font de manière très naturelle. Finalement, on ne s'en rendait pas forcément compte dans les situations précédentes classiques, mais ces rapports sociaux directs font fonction de régulation. Aujourd'hui, ces rapports sociaux n'étant plus directs mais médiatisés par de la visio, du téléphone, etc., cette fonction de régulation est largement amoindrie. Et donc, il faut être vigilant aussi à ça, d'autant qu'on a vu que les personnes, la charge émotionnelle vis-à-vis de la situation étant importante, on peut parfois avoir tendance à mal interpréter ou être plus sujet à des ressentis négatifs, tout simplement, qui peuvent être liés à l'humeur du moment. Également, dans cette distanciation sociale, ça impacte aussi la question le management et les managers qui ont des difficultés à maintenir un collectif de travail qui est fragilisé et qui peine à se reconstruire. Donc, on avait largement invité les entreprises, les dirigeants et les managers à travailler sur justement ces collectifs de travail qui étaient fragilisés suite à la première vague. Ils étaient en phase de reconstruction, et ils peinent à se reconstruire. Et de nouveau, on est dans une situation où le télétravail est largement plébiscité et valorisé, et en tout cas encouragé. Et donc, ce qui n'aide pas forcément à la reconstruction de ces collectifs de travail. Donc, on a parlé de ces éléments de fragilisation, de tension. Ça a des conséquences sur les managers aussi. On a vu les conséquences sur les salariés, mais aussi sur les managers qui sont démunis, qui sont épuisés. Et ce télétravail génère aussi de manière plus globale chez les salariés la diminution du sentiment d'appartenance à son entreprise. C'est un déterminant, c'est ce qui peut, cet élément peut avoir un effet sur l'engagement aussi, l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement affectif vis-à-vis de son travail. Donc finalement, qu'est-ce qui est important à retenir? Qu'il y a des forces psychiques qui sont à reconstruire, des collectifs de travail, des temps de collectifs de récupération qui sont à prévoir ou à repenser, puisque bien évidemment ça a été la préoccupation lors de la première vague et dans la suite, mais cette première vague a aussi permis de faire un bilan de ce qui fonctionnait bien et de ce qui fonctionnait moins bien. Et donc, l'idée, c'est aussi de tirer profit de cette expérience pour repenser ces temps collectifs de récupération ou ces temps de convivialité. L'idée, c'est aussi de changer sa perception vis-à-vis du travail. Alors, c'est pas du travail, mais du télétravail. Il y a une erreur dans de frappe. Donc, changer sa perception du télétravail. Le télétravail, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que ça peut être aussi vécu comme un levier? Eh bien, ça dépend de l'adaptation qu'on mettra en face. Vis-à-vis de ça, la responsabilité de l'employeur en matière d'organisation, donc on le rappelle, la responsabilité de l'employeur en matière d'organisation de l'activité, du travail et du télétravail est bien évidemment engagée.
Donc, on rappelle cet élément-là. Donc, obligation légale de moyens et de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés, donc qui incombe à l'employeur. Donc, quelques pistes d'action à envisager individuellement. On sait que les pistes d'action individuelles sont souvent demandées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement mieux vivre son télétravail? C'est pour ça qu'on propose quelques conseils pratico-pratiques qui sont déjà bien connus de tout le monde et qui sont d'autant plus, ces pistes d'action et ces conseils sont d'autant plus importants pour les personnes qui sont à 100% en télétravail. Donc, quelques conseils pratico-pratiques à mettre en place chacun individuellement. Vous avez déjà entendu ça, hein, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, mais en tout cas, c'est toujours bien de le rappeler. Garder un rythme, structurer son activité quotidienne en se fixant des objectifs par jour, voire même par semaine, en organisant, ça aussi c'est très important, organiser et délimiter son temps, définir des créneaux de travail, des temps de pause et aussi du temps pour la vie hors travail et s'y tenir. C'est important de penser à ces sas de décompression. J'ai pu lire aussi un témoignage d'une salariée qui disait qu'avant, le temps de trajet, pour elle, était un sas de décompression. Tant pour se rendre au travail, donc elle se mettait en mode travail, hein, mais aussi pour revenir. Et finalement, ce temps de trajet n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle est en télétravail et donc elle disait qu'elle avait remplacé ce temps de trajet de voiture par une balade du même temps, hein, de 10-15 minutes, qui permettait de changer de sphère de vie tout en restant dans le même espace, hein, quelque part, hein, mais juste en faisant un petit tour, pas très loin, mais c'est en tout cas ce qui lui a permis de remplacer ce fameux sas de décompression lié au temps de trajet. Donc on peut penser comme ça à des choses, des astuces, des trucs et astuces hein, qui permettent de changer le quotidien. Et également, quelque chose d'important, c'est communiquer sur son planning et sur ses disponibilités auprès de ses collègues, mais aussi peut-être dans la sphère privée. Limiter les interruptions pendant les plages horaires consacrées au travail de fond. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est important et qui est aussi valable pour la vie au travail en présentiel. Hein. Garder un rythme habituel pour justement bien scinder la vie professionnelle et la vie privée. Mettre en place des rituels. On sait que les habitudes ont la vie dure. Quand on utilise cette expression, ça peut être vécu comme de manière négative, mais là, au contraire, c'est positif. Hein, si on met en place des habitudes qui sont positives pour notre quotidien, comme par exemple garder sa routine, hein, qui existait déjà, mais aussi se créer de nouveaux rituels, partagés avec des collègues, comme par exemple une pause café à 10 heures, par exemple, pour garder le lien tout en échangeant. Et également créer un rituel de fin de journée pour bien scinder la sphère privée et la sphère professionnelle. Prendre soin de soi et penser à faire des activités qui permettent de nous ressourcer sont également des éléments importants dans ce contexte actuel de télétravail. On a vu des pistes d'action individuelles qui sont envisagées, mais aussi et surtout envisager des pistes d'action de manière collective. On a vu que l'organisation du travail hein, est à la charge de l'employeur. En tout cas, ça relève de la responsabilité de l'employeur et de l'entreprise. Donc, c'est aussi important de s'en préoccuper collectivement. Le fait de faire reposer l'adaptation au télétravail sur des comportements individuels ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle on propose ces différentes pistes d'action qui consistent tout d'abord les entreprises, donc on invite les entreprises à commencer par identifier les personnes fragiles, les personnes en difficulté, pour reprendre un terme qui a été une expression qui a été utilisée au niveau du gouvernement, il exprime comme le repérage des situations de vulnérabilité sociale et de détresse psychologique. Donc pour cela, des entretiens individuels peuvent être mis en place. Il s'agira d'identifier précisément les besoins individuels en termes d'accompagnement individuel mais aussi professionnel ou de soutien psychologique,
proposer ou orienter vers un accompagnement adapté, soit en interne, avec le service des ressources humaines ou un référent interne, mais aussi vers l'externe, à savoir le service de santé au travail, des psychologues et des psychologues du travail. Pour cela, on vous invite à demander conseil à votre service de santé. Il y a aussi des plateformes qui ont été mises en place au niveau national, dédiées aux télétravailleurs de TPE et PME, mais aussi dédiées aux employeurs. Donc 2 plateformes différentes, 2 numéros différents. Il s'agit de plateformes anonymes et gratuites. 7 jours sur 7 et de souvenirs pour les salariés, c'est 24 heures sur 24 et pour les employeurs, c'est 7 jours sur 7 et de 8 heures à 20 heures, me semble-t-il. D'autres pistes d'action, donc tenir compte des préoccupations individuelles. On rappelle des éléments qui avaient déjà été précisés lors du du déconfinement. Hein. Informer sur les mesures de prévention et sur l'évolution du contexte, donc ça c'est toujours d'actualité. Favoriser l'expression des difficultés rencontrées lors de la réalisation du travail, c'est-à-dire prévoir des temps dédiés, hein, prévoir des temps et des espaces dédiés d'échange et permettre aux salariés d'exprimer leurs difficultés vis-à-vis de cette situation de travail un petit peu particulière. Également, donner des perspectives collectives, c'est-à-dire ne pas hésiter à communiquer sur les objectifs, les perspectives du travail, de l'activité, comment l'entreprise envisage de repenser peut-être ses objectifs aussi, s'adapter, adapter son activité au contexte, etc. Donc, donner des perspectives collectives. Féliciter les efforts, célébrer les victoires. On parle de reconnaissance au travail, donc la reconnaissance symbolique, hein, c'est important. C'est un vrai levier hein, vis-à-vis de la motivation, de l'engagement. Donc ne pas s'en priver, continuer à célébrer les victoires, mais c'est toujours d'actualité. Hein. C'est d'autant plus important dans ce contexte un petit peu particulier. Proposer un soutien en interne, ça c'est toujours d'actualité, et solliciter votre service au travail pour mettre en place des actions de sensibilisation, de soutien ou d'accompagnement destinées aux salariés et aux managers. Des pistes d'action donc qui avaient été proposées aussi dans le guide d'AST 67 paru, qui est toujours disponible hein, sur le site d'AST 67. Concernant la technique de l'écoute active, hein, on invite vivement les référents hein, qui sont en contact avec les salariés, mais aussi les managers, à se former à cette technique d'écoute active qui repose sur 4 fondamentaux: la confidentialité, la neutralité bienveillante, le non-jugement et les attitudes centrées sur la personne, mais aussi les techniques de questionnement et de reformulation. Pour plus d'informations, nous invitons à vous rendre à consulter le guide hein, qui est disponible sur notre site. Donc, pour aller plus loin, bien évidemment, le fait de prévenir les effets du contexte sur les salariés, mais aussi sur les collectifs de travail et sur le travail lui-même, hein, élément que développera Fabrice par la suite, c'est un enjeu de performance pour les entreprises. Quels sont ces effets? Comment les prévenir? Qui doit s'en charger? Comment soutenir l'activité plus sereinement et comment renforcer le collectif de travail dans un tel contexte? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Merci Déborah. Alors pendant que vous nous expliquiez tout ça, j'ai lancé un petit sondage pour savoir lesquels d'entre vous avaient déjà organisé des moments conviviaux digitalisés. Et effectivement, vous êtes près de 70% à ne pas l'avoir fait. Donc, on vous invite hein, à organiser des moments conviviaux en petits groupes pour recréer du lien social et réduire ce sentiment qu'on peut avoir, ce sentiment d'isolement. Merci Déborah. Fabrice Parrain à nous. Fabrice, vous êtes ergonome à l'ACST, service de santé au travail sur Strasbourg, et on va aborder avec vous la question des impacts psychosociaux, les impacts sur les entreprises. Et on fera le point avec vous sur l'ANI. À vous de nous en dire plus. Fabrice, je vais juste réactiver votre micro et vous allez pouvoir recommencer. Ah, si je vous désactive la caméra, ça marche moins bien. Hop, un petit instant pour retrouver Fabrice.
Alors, une mauvaise manip de ma part nous a fait disparaître Fabrice, avec toutes mes excuses. Nathan, est-ce que tu peux faire un saut de puce pour aller au secours de Fabrice? Excusez-moi pour ce petit contretemps. Merci Fabrice, toutes mes excuses. Pas de souci, c'est bon. Donc je raffiche. Ah, comme ça c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. Bon, on est parti alors. Donc du coup, alors, je vais vous présenter du coup tous les impacts psychosociaux, donc un peu les bilans du premier confinement, donc, pour l'impact qu'il y a eu sur les entreprises. Et après, donc du coup, l'année, donc l'accord télétravail du 26 novembre 2020, où on va se concentrer essentiellement sur la partie télétravail en urgence, comme on le fait actuellement, et non pas sur toute la partie télétravail qui est beaucoup plus importante à présenter, et je pense qu'on pourrait passer rien qu'une heure dessus. Donc, pour la partie des conclusions du premier confinement, je me suis basé sur 2 études qui étaient de la NDRH et Malakoff Humanis. Donc, on a pu voir qu'il y avait notamment au tout début une mise en place compliquée matériellement. Donc, il a fallu notamment adapter des outils disponibles pour les échanges à distance. Certaines entreprises n'avaient pas prévu le télétravail dans leur manière de faire, et donc du coup, ils se retrouvaient à devoir travailler à distance alors que tout était prévu pour travailler seulement depuis le bureau. Donc, il y avait aussi une absence de matériel. Si vous aviez que des ordinateurs fixes, par exemple, soit il a fallu les démonter pour les emmener à la maison, soit sinon il a fallu que l'entreprise rachète des ordinateurs portables pour que les personnes puissent les utiliser. Ou après, il y a aussi du matériel qui n'était pas adapté. Donc, voilà. Donc, c'est des difficultés pour les salariés de s'approprier de nouveaux outils numériques dans ces conditions. Tout le monde n'est pas à l'aise effectivement avec l'informatique ou les nouveaux outils de visioconférence type Zoom ou Teams. Et donc, du coup, si les personnes pour les aider à les utiliser, ça a été plus compliqué que si vous êtes au bureau et que vous avez un monsieur ou une madame informatique ou quelqu'un qui peut vous former à utiliser ces nouveaux outils. Il y a eu également une augmentation de l'absentéisme à court, moyen et long terme. Donc, tout ce qui est lié directement à la Covid. Donc, forcément, les personnes qui étaient malades, personnes au contact. Également, dans le premier confinement, les personnes qui étaient en garde d'enfants, pour les enfants qui étaient scolarisés et qui ne pouvaient pas le garder tout seuls. Et après, tout ce qui est lié indirectement aussi à la Covid. Donc, c'est notamment tout ce qui est le report des soins, car en mars et avril, du coup, les hôpitaux ont arrêté de prodiguer certains soins, faire certaines opérations qui n'étaient pas urgentes. La non-prise en charge également de certaines maladies graves, qui du coup s'est reportée sur le déconfinement, et qui donc a engendré une montée des risques psychosociaux qui ont été créés. Voilà. Donc, l'étude du coup montre aussi que les dirigeants pensent que ce nombre d'arrêts d'absentéisme va augmenter encore dans les années à venir, de par toutes ces conséquences. Il y a également des difficultés pour la mise en place du télémanagement. Donc, Déborah en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, il y a eu notamment des managers qui se sont retrouvés à distance, qui n'étaient pas formés pour faire de l'accompagnement à distance et qui n'avaient pas prévu de faire du télétravail, de mettre en place du travail dans leur équipe en l'espace de 24 heures. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'ils ont vécu comme étant très difficile. Également, difficulté pour créer de la cohésion au sein de l'équipe qui est éloignée. Tout le monde se retrouve chez soi. Donc, du coup, au début, souvent, l'esprit collectif restait, mais avec le temps, l'éloignement, du coup, les personnes se concentraient de plus en plus sur elles-mêmes, et donc, du coup, il fallait garder cette cohésion d'équipe qui était très compliquée, du coup, à distance, et qui demandait beaucoup de temps, du coup, aux télémanagers. Et donc, conséquence de l'absence de formation, c'est un sentiment de solitude, du coup, pour ce nouveau mode de fonctionnement, car ils se retrouvaient souvent seuls, du coup, à décider et à mettre en place, du coup, des choses où c'était souvent des tests et pas forcément des choses qui leur avaient été conseillées. Donc, face à toutes ces conséquences, les télémanagers vont mettre en place de nouvelles méthodes de management. Donc, j'en ai cité principalement 4. Donc, ils avaient en souci s'assurer que chaque collaborateur ait bien accès aux outils dont il avait besoin pour travailler. Si, par exemple, la connexion Internet au domicile marchait bien, si les outils qu'ils avaient besoin pour travailler ensemble, type un logiciel métier, des choses comme ça, fonctionnaient bien aussi à distance. Au début, il y en a qui n'ont pas forcément très bien fonctionné, où il y a eu beaucoup de bugs.
Repenser également la gestion de son équipe. Ce n'est plus du management comme on le fait quand on est en entreprise et qu'on a des salariés du coup à côté de soi ou du moins proches de soi. Il fallait revoir du coup le mode de fonctionnement, repenser les réunions, comment on organise la réunion, à quelle fréquence, est-ce qu'on l'a fait avec toute l'équipe, est-ce qu'on l'a fait en petit comité. Donc il a fallu revoir toutes ces choses-là aussi. Revoir également les modalités de contrôle du travail, parce que tout le monde ne pouvait pas travailler forcément du coup à des horaires comme au bureau. Donc du coup, là, les managers ont laissé un peu plus de liberté aussi aux salariés du coup de pouvoir s'organiser quand cela était possible, en fonction du coup de leurs contraintes qu'ils avaient à leur domicile, donc ce qui pouvait être des gardes d'enfants ou autre chose. Et donc après, repenser également du coup les échanges au sein de l'équipe, où ils ont beaucoup privilégié également les échanges en individuel et en petit comité du coup par rapport au gros collectif comme ils pouvaient le faire avant au bureau où on se croise et on fait des réunions entre deux portes. Là du coup c'était plus possible. Donc il a fallu vraiment revoir aussi toutes ces parties-là et comment faire aussi de faire en sorte que les collaborateurs puissent échanger aussi entre eux. Pour se transmettre les informations importantes. Donc, certains ont par exemple créé des groupes WhatsApp en interne à leur équipe pour permettre du coup d'avoir cet échange, on va dire, entre deux portes. Donc maintenant, je vais vous présenter donc du coup l'accord national interprofessionnel, donc l'ANI du 26 novembre 2020. Donc c'est un texte de droit commun qui s'applique du coup aux situations de télétravail de manière générale, mais également du coup en cas de situation exceptionnelle et de force majeure, comme c'est le cas actuellement. Donc ce texte a reçu un avis favorable du coup des principaux partenaires sociaux et il insiste sur l'importance du dialogue social à mettre en place du coup dans l'entreprise. Et sur le support, du coup, vous avez un lien qui vous envoie vers ce document. Donc il y a principalement du coup 7 thèmes. Donc le premier, c'est l'éligibilité des postes au télétravail. Donc le texte présente bien que tout poste qui est déclaré comme étant télétravaillable peut l'être, et c'est un accord entre le salarié et l'employeur qui doit être mis en place, ou du moins à défaut, un accord aussi avec le CSE, d'où le rôle du coup de dialogue social. Pour ce qui est volontariat, réversibilité, donc ça se met moins en place là au niveau du coup du télétravail forcé, mais par exemple si quelqu'un ne peut pas faire le télétravail depuis chez lui pour diverses raisons techniques, il peut du coup revenir à son bureau si forcément l'employeur a mis en place les conditions de santé et de sécurité adéquates pour faire son travail. Il peut revenir du coup à son bureau pour le faire s'il le souhaite et si son employeur est aussi d'accord. Pour la prise en charge des frais, donc ça normalement c'est défini si vous avez un accord d'entreprise sur le télétravail ou à minima une charte de télétravail. Et là, du coup, c'est l'employeur qui décide ce qui sera pris en compte après échange du coup avec les membres du CSE. Or, là, la difficulté qu'on a actuellement, c'est que c'était un télétravail forcé avec des entreprises qui n'avaient pas forcément d'accord ou même de charte de télétravail. Donc, je pense qu'actuellement, beaucoup de services RH et de direction du coup sont en train de travailler dessus et il n'y a pas forcément de choses réellement définies sur ce qui peut être pris en charge, ce qui ne peut pas être pris en charge. Après, c'est à l'employeur, du coup, de valider ce qui prend en charge, ce qui ne prend pas en charge. Voilà. Donc, le télétravail, du coup, en temps de crise, c'est du télétravail comme d'habitude, mais par contre, qui est forcé. Donc, forcément, ça change, du coup, au niveau notamment de la prise en charge des frais. L'accord, du coup, salarié-employeur est obligatoire pour mettre en place le télétravail, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si le salarié ne veut pas, l'employeur ne peut pas le forcer, mais à contrario, le salarié ne peut pas non plus forcer l'employeur à être en télétravail. Bien entendu, tout comme au bureau, il y a un droit à la déconnexion du coup quand vous êtes en télétravail. Donc, l'employeur ou le manager doit veiller aussi à ce que vous ne soyez pas trop souvent connecté, à ce qu'on ne reste pas trop longtemps travailler, qu'on n'envoie pas des mails régulièrement après une certaine heure qui dépasse les heures de travail habituelles. Toutes ces choses-là, du coup, qu'on met en place d'habitude, sont également applicables pour le télétravail. Et pour les accidents du travail, en fait, tout comme si vous avez un accident au bureau, si vous l'avez chez vous, ça peut être également considéré comme un accident du travail. Le fait que ce soit compliqué à mettre en œuvre, du coup, en pratique, mais c'est ce que prévoit, du coup, le Code du travail. Et après, il y a un petit point, du coup, qui n'est pas noté là, mais que je rajoute, c'est les situations particulières, donc notamment
ce qui vont être les nouveaux salariés, les alternants et aussi les personnes à RQTH, donc qui ont travailleur handicapé. Donc là où c'est des situations qui sont du coup où il peut y avoir un besoin plus particulier d'être présent au bureau, ou du moins d'avoir des échanges plus fréquemment du coup avec son responsable ou son chargé de formation. Et donc là on peut faire plus d'échanges et revenir au bureau du coup un peu plus régulièrement pour ces personnes-là. Merci Fabrice. Alors on s'excuse pour le son qui n'est pas excellent. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. On en fait nous aussi l'expérience. Un casque qui fait exploser un ordinateur. Du coup, on n'utilise pas le casque. C'est pas grave. On aura entendu l'essentiel, il me semble, et le support, comme dit, sera disponible sur nos sites internet d'ici moins d'1 heure. Merci Fabrice. On continue avec vous, Déborah. La prévention, non? Non, c'est toujours. Non, on continue avec vous, Fabrice, alors. Alors, on continue avec vous sur la prévention de ces impacts. Comment fait-on pour que ça ne nous arrive pas? Voilà, donc toujours avec un micro qui ne marche pas bien. Donc du coup, pour les préventions, donc, je vais vous présenter les points de vigilance du coup pour les télémanagers. Quelques situations, par exemple, d'exemple sur comment prévenir l'absentéisme, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça allait être notamment un facteur aggravant des RPS dans le futur. Préparer également la prise d'activité et le retour dans les locaux, notamment pour des personnes qui ne sont pas retournées dans leur bureau depuis le mois de mars ou juste quelques jours. Et après, quelques pistes d'action qui peuvent être mises en place du coup, pour prévenir tous ces risques. Donc, les points de vigilance pour les télémanagers. Donc, on a la mise en place d'une communication rassurante favorisant les échanges. On sait ce que disait tout à l'heure Déborah notamment, c'est-à-dire qu'il faut communiquer régulièrement vis-à-vis de ses équipes, en ayant quelque chose de rassurant, c'est-à-dire en leur disant où en est l'entreprise, où ils en sont aussi au niveau de leur charge de travail, ou quelles sont les solutions mises en place par l'entreprise au niveau des moyens de prévention. Donc pour anticiper le jour où il faudra revenir au bureau et faire en sorte que les personnes du coup soient à l'aise et n'aient pas trop de peur vu qu'on est quand même dans une période où il y a des craintes. Et également réguler la charge de travail des équipes. Là, avec le télétravail, du coup, on a dû revoir le mode de travail. Donc, ça veut dire que des choses qui étaient peut-être mineures avant sont devenues majoritaires. Et inversement, des choses qui étaient majoritaires sont devenues mineures. Et donc, du coup, ce qui fait que des personnes peuvent se retrouver, par exemple, en sous-charge de travail. Donc, il faut bien veiller dans son équipe parce que tout le monde ait la même charge de travail et voir qui peut aider quelqu'un qui, par exemple, est en surcharge, qui peut se faire aider par quelqu'un qui est en sous-charge de travail pour éviter que, du coup, notamment on parlait de droit à la déconnexion tout à l'heure. Donc, ce que dit aussi Déborah tout à l'heure, maintenir le lien social, donc ne pas hésiter à échanger régulièrement, à faire des réunions, que ce soit en individuel ou en collectif. Bien insister aussi sur les sens et reconnaissance au travail. Donc, avec les nouvelles mises en place de nouvelles démarches, certaines personnes peuvent ne plus s'y retrouver dans le sens qu'ils avaient par rapport à leur travail. Et donc, du coup, il y a besoin de beaucoup expliquer aux personnes pourquoi on a mis en place cette nouvelle démarche, quelle est son utilité, pourquoi ça la protège, et du coup, qu'elle retrouve, elle, un intérêt, du coup, à son travail. Et tout en travaillant sur le besoin d'autonomie des personnes et leur montrer ce qu'elles peuvent faire, du coup, eux-mêmes. Et l'un des principaux aussi, c'est être à l'écoute, du coup, de ses collaborateurs, ses managers, c'est ce qu'on dit, du coup, depuis tout à l'heure, ne pas hésiter à échanger et pour veiller aussi au fait qu'à un moment donné, s'il y a un décrochage ou une baisse de motivation pour pouvoir répondre du coup à ses besoins à ce moment-là. Donc là, quelques pistes de prévention pour prévenir l'absentéisme. Donc, dans l'enquête Malakoff Humanis et NDRH, donc pour les dirigeants, il y avait notamment le fait que l'évolution des pratiques managériales dans le futur doivent permettre de prévenir l'absentéisme. Donc là, c'est un gros travail du coup qu'ils ont pour eux. C'est revoir la manière de travailler, de manager, pour faire en sorte du coup que les personnes ne se retrouvent pas dans une situation où il y a beaucoup d'absence pour une perte de sens au travail ou tout simplement pour une perte d'intérêt. Et également, nouvelle organisation du travail, donc revoir comment on peut réorganiser le travail aussi, pour justement faire en sorte que ça devienne un levier qui va favoriser la reprise au travail et continuer en bonnes conditions. Au niveau des salariés, eux, ce qu'ils ont besoin en termes d'évolution de leur travail, c'est plus de souplesse et de flexibilité dans les temps de travail, avoir un travail qui est plus collaboratif, donc plus en collectif, l'augmentation du temps de télétravail,
Alors, on ne parle pas forcément 100% de télétravail, mais des personnes qui n'avaient pas eu de télétravail avant souhaitent peut-être aujourd'hui avoir 1 ou 2 journées de télétravail dans la semaine, du coup, pour réduire le temps de trajet. Alors, si pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une aide pour se mettre en mode travail et en mode retour à la maison. Pour d'autres personnes qui avaient par exemple 1 heure de trajet, c'est aussi du coup 1 heure de gagner pour finir peut-être 1 heure plus tôt ou 2 heures plus tôt le soir en rentrant l'aller-retour, des choses comme ça. Et avoir du coup une plus grande autonomie, donc le sentiment d'avoir que les managers ont plus confiance en eux et que puissent leur faire confiance et les laisser gérer comme ils ont envie du coup leurs tâches. Donc pour préparer la reprise et le retour dans les locaux. Donc il y a 2 idées principales, il faut qu'elles soient préparées à l'avance, qu'elles se fassent de manière progressive et surtout qu'il y ait eu un échange avec les instances représentatives du personnel. Donc avec le CSE si vous en avez un et si vous n'en avez pas du coup avec les salariés directement. La première étape du coup c'est préparer la reprise. Donc là pour préparer la reprise, il va falloir dans un premier temps évaluer les risques de transmission du Covid dans le cadre de votre activité, pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour éviter justement qu'il y ait une transmission. Évaluer aussi également les risques par les nouvelles organisations. Vu qu'on a modifié, on peut avoir mis des plexiglas, on peut avoir éloigné certaines personnes, on peut avoir fermé certains bureaux collectifs sur des plateaux. Revoir du coup comment on pourrait organiser tout ça et quels risques ça engendre. Après également limiter l'accès aux personnes strictement nécessaires sur place. Peut-être qu'il y a des métiers qui ne nécessitent pas d'être présents, donc du coup ceux-là peuvent rester en télétravail. Peut-être que d'autres ont besoin au contraire de revenir au bureau pour pouvoir reprendre les dossiers dont ils avaient besoin si c'est encore en dossier papier ou parce que ils ont besoin de certaines choses informatiques qui peuvent être faisables que depuis leur bureau. Également, du coup, pour préparer la reprise, planifier un nettoyage général des locaux avant la reprise. Ceci, ça fait par exemple 1 mois et demi que les bureaux n'ont pas été occupés. Il faut tout renettoyer avant que tout le monde revienne, du moins que quelques personnes reviennent. Et communiquer du coup à l'ensemble des personnes les dispositifs mis en œuvre par l'entreprise et comment ils pourront les mettre en place et être clair du coup et précis sur ces données-là pour rassurer aussi les salariés. Donc après, on va passer à remettre en service et aménager les locaux. Donc là, il va s'agir du coup d'organiser la remise en service des réseaux. Donc si vous avez par exemple coupé l'électricité ou l'eau, des choses comme ça, et des équipements de travail aussi, notamment pour tout ce qui va être ce qui était production au premier confinement. Vérifier également les équipements techniques, vérifier qu'ils ont bien été suivis, s'il y avait des suivis à faire du coup pendant la période d'arrêt. Organiser également les flux de personnes pour faire en sorte qu'il y ait un sens de circulation, éviter qu'il y ait trop de croisements et tout ça. Et après, du coup, il y a la reprise de l'activité. Donc, organiser du coup l'accueil des salariés sur site. Est-ce que vous voulez faire une réunion du coup pour tout leur présenter? Est-ce que c'est les managers qui vont faire? Tout ça, il faut le penser avant. Aménager les conditions d'intervention des entreprises extérieures. On va voir quand est-ce que la société de nettoyage pourra passer, à partir de quelle heure, pour éviter du coup qu'elle croise les salariés, notamment, et communiquer régulièrement sur les conditions de reprise d'activité et les changements éventuels du coup au niveau du plan de reprise d'activité qui peut être fait en fonction de l'évolution de l'état sanitaire du coup en France. Donc, voilà. Après, donc une piste d'action possible également, c'est l'évaluation des RPS. Donc notamment avec la mise en place d'une démarche participative de prévention des RPS pour identifier les facteurs de risque. Parce que vous êtes censé savoir aussi qu'avec toutes ces mises en place, ça doit être intégré du coup à votre document unique. Donc vous pouvez en profiter pour refaire une évaluation des RPS, pour mettre votre document unique à jour. Donc les points importants pour faire une bonne démarche d'évaluation des RPS, c'est un engagement de la direction qui va suivre l'étude, qui va également s'engager à mettre en place derrière l'étude, l'implication des instances représentatives du personnel avec l'importance du dialogue social, la participation des salariés et l'encadrement des personnes volontaires, donc demander qui souhaite participer et du coup les intégrer dedans. Et après, mise en place d'un ou deux groupes de travail. Après, il faut voir, selon les tâches qui est évalué, si vous voulez faire ça sous forme d'un seul groupe de travail, de plusieurs petits groupes de travail qui vont chacun avoir des thèmes précis et du coup faire une intervention de manière collective avec à chaque fois des salariés, de l'encadrement, le service santé au travail également, et des membres du CSE ou du CSSCT si vous avez un CSSCT.
Et pour mettre en place ces solutions du coup adaptées à votre situation, n'oubliez pas de solliciter votre service santé au travail via votre médecin du travail ou un infirmier du service santé au travail, une psychologue du travail ou un ergonome. On est là du coup pour répondre à toutes ces questions. Ouais. Merci Fabrice. Alors j'ai justement lancé un petit sondage pour savoir si les personnes ici présentes avaient déjà sollicité leur service de santé au travail. Je suis toujours un peu déçue face à de tels résultats quand je lis que plus de 70% ne l'ont pas fait. Alors votre service de santé au travail est vraiment, vraiment, d'autant plus dans cette période de crise, votre interlocuteur privilégié. Donc ne sous-estimez pas sa force et sa puissance. Votre service de santé au travail connaît vos conditions de travail, connaît votre environnement de travail. Donc, appuyez-vous sur lui pour continuer dans cette crise, pour améliorer la façon de faire avec le télétravail, pour envisager la reprise d'activité pour tous les secteurs qui aujourd'hui sont en arrêt. Passez pas à côté de ça, vraiment. Merci Fabrice pour cette intervention. Alors cette fois, on continue avec Déborah, si je ne me trompe plus, avec les quelques points à retenir de tout cela. Oui, en effet, Gaëlle, on a vu beaucoup de choses lors de ce webinaire et l'idée, c'est de retenir quelques points essentiels. Alors, Déborah, on a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez réactiver votre son? Ça y est. Merci. Donc, en effet, 5 dimensions à envisager collectivement. On a bien vu que c'est dans la démarche collective et participative que des questions d'adaptation du télétravail ou des différentes modalités de travail par rapport à la situation actuelle trouveront leur réponse. Donc, des dimensions à envisager collectivement, la question du lieu de travail qui a été abordée par Nathan dans ce début de webinaire, la question de l'articulation des temps de vie, des temps de vie privés et professionnels, également la question des outils numériques adaptés, leurs usages, à travers peut-être des chartes qui peuvent être mis en place au sein de l'entreprise, mais toujours de manière collective, la question du management et la question du collectif de travail. Donc, pour le management, faciliter l'accompagnement des équipes. Donc, ça, c'est pour l'axe des managers envers leurs équipes, mais aussi vis-à-vis de l'axe employeur, c'est aussi favoriser le soutien des managers et favorise le soutien entre managers pour qu'ils aient aussi, eux, ce soutien-là de pair, puisque ça contribue aussi à pouvoir bien faire son travail. La question du collectif de travail, donc favoriser la coopération, favoriser le soutien entre les salariés et les relations entre managers et équipes. La question du lien, garder le lien, les liens sociaux, etc., c'est un sujet qui est largement revenu. Ce qui ressort du bilan du premier confinement aujourd'hui, c'est dans les liens sociaux à travers des grandes réunions qui regroupent un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus plébiscité et favorisé, ce sont les petits groupes. Donc, favoriser le lien social et maintenir le collectif de travail à travers des petits groupes de réunions en visio, favoriser les petits groupes, les sous-groupes, et donc des sous-groupes qui auraient des objectifs communs et qui partageraient des valeurs communes. Donc, il vaut mieux privilégier ces petits groupes pour maintenir les liens sociaux entre les équipes, au sein des équipes et managers avec ses propres équipes. Le télétravail, on a vu qu'il y a des avantages et des inconvénients, des bénéfices et des contraintes, que ce soit pour les salariés et pour l'employeur. Donc, du côté du salarié, bien évidemment, on a dû le lien social, le médiatiser par l'outil numérique est largement remis en question, peut générer des tensions, le télétravail peut aussi générer du stress lorsque les objectifs ne sont pas clairement identifiés, et la question du matériel, de l'environnement de travail. Pour les employeurs, on va dire les contraintes liées au télétravail, c'est le sentiment de perte de contrôle qui aujourd'hui est largement évoqué. Et le pendant de ce sentiment, c'est la question de la confiance. Voilà. Donc, faire confiance à ses salariés et à ses collaborateurs et repenser
le contrôle de manière complètement différente, c'est-à-dire se focaliser sur l'atteinte des objectifs et des résultats plutôt que se focaliser sur ce que fait une personne à un instant T. Donc, ce sentiment de perte de contrôle, ça fait partie d'un des facteurs de contrainte point de vue employeur. Également, le management à distance, on voit que c'est un petit peu difficile à se mettre en place. Ça se met en place doucement, mais ça reste encore difficile. Et la diminution du sentiment d'appartenance qu'on a pu voir précédemment. Mais le télétravail représente aussi des avantages pour les salariés. Tout d'abord, ils se sentent beaucoup plus autonomes, efficaces. Ce qui ressort, c'est que tous les salariés en télétravail ne sont pas forcément mal en télétravail, pour les raisons qui ont été évoquées, lorsque les choses ont été préparées, anticipées et que le travail a été organisé tant dans son contenu, mais aussi dans la clarification des missions et des objectifs. Le télétravail, en télétravail, les salariés se sentent plus efficaces. Et aussi la question, bien évidemment, des transports, du temps de transport qui est largement économisé lorsque les personnes sont en télétravail. Et les avantages du télétravail d'un point de vue employeur maintenant, c'est la responsabilisation, qui s'accompagne forcément de confiance, responsabilisation et confiance des salariés, une communication factuelle, les communications sont plus ciblées, la nécessité de revoir les modes de communication est nécessaire dans ce contexte de télétravail, et donc ça semble plus efficace, en tout cas c'est perçu comme plus efficace, et également donc la question de la confiance qui renforce l'engagement des salariés. On sait que ça fonctionne comme ça. Donc pour le télétravail, quelle fréquence idéale? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Tout d'abord de l'activité. Ça va dépendre aussi des habitudes dans l'entreprise, des interactions dans les équipes, entre les équipes. Donc, la réponse à cette question réside dans le dialogue social. Le dialogue social, c'est quoi? C'est tout simplement parler du travail collectivement. C'est-à-dire se focaliser sur le travail réel, et à partir du travail réel, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les mesures qui peuvent être le plus adaptées au travail réel. Donc finalement, on voit que du télétravail qui peut être préparé, anticipé, peut être un avantage. Parfois, ça peut être vécu comme une contrainte. Le nombre de jours présents dans l'organisation, enfin sur site, en présentiel, ça peut aussi questionner lors de la mise en place d'une charte télétravail. Donc, n'hésitez pas à questionner ce sujet-là de manière collective dans le cadre du dialogue social. On ne peut pas changer la situation, c'est-à-dire le télétravail, le télémanagement qui est aujourd'hui la règle, mais par contre, on peut changer sa perception du télétravail. Et ce télétravail peut être pensé comme un levier, et en tout cas, pour qu'il soit pensés et vécus comme un levier, ils doivent être pensés ou repensés collectivement à travers justement le dialogue social. Donc n'hésitez pas à vous mettre autour de la table pour parler de cette question d'organisation du travail en télétravail. Donc repenser le management, le télémanagement, 4 éléments importants à retenir, la question de faire confiance qui s'associe à la question de l'autonomie et qui renforce l'engagement des salariés. Également la question du lien, on en a beaucoup parlé, du lien social, maintenir le lien individuel, maintenir le lien collectif. Parler du travail, c'est prévoir des temps d'échange ou des espaces d'échange dédiés pour favoriser l'expression vis-à-vis des difficultés rencontrées. Lorsque les salariés rencontrent des difficultés, qu'ils souhaitent travailler sur site ou qui ont des difficultés à travailler en télétravail, c'est important de questionner qu'est-ce qui est difficile pour eux. Clarifier le cadre, fixer des objectifs, clarifier le cadre de travail en télétravail aussi, et formaliser les attentes, des objectifs clairs et précis. Donc, tous ces éléments renforcent l'engagement et la performance des entreprises.
pour terminer, la performance d'une entreprise repose sur la capacité des individus et des collectifs à fonctionner entre eux. La performance économique dépend principalement de la performance sociale. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à tout ce qui va déterminer cette performance-là, qu'on a pu voir à travers ce webinaire. Et l'adaptation à la situation actuelle déterminera la suite et l'avenir. Donc, pour être accompagné dans cette démarche de prévention primaire, la prévention primaire qui correspond au fait de se préoccuper des causes et d'identifier les facteurs de risque, qu'est-ce qui pose problème dans le travail ou dans le télétravail et comment y remédier et qu'est-ce qui peut être mis en place pour justement atténuer ces facteurs de risque, voire les éviter ou les supprimer complètement. Pour être accompagné dans cette démarche, n'hésitez pas à demander conseil à votre service de santé. Et je laisse la parole à Gaëlle pour la dernière diapo. Merci Déborah. Avant d'en finir, 3 petites questions pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire dans l'onglet sondage. Alors effectivement, il me revient de conclure ce webinaire en vous proposant quelques petits tips. Alors continuez à faire des projets professionnels, mais aussi des projets personnels. Même si on manque de visibilité sur l'avenir, on en est tous bien conscients, on peut tout à fait imaginer des projets à court terme, des projets sur le week-end, sur quelques jours. Prévoyez des temps de convivialité virtuels, plutôt en petits groupes, comme l'a proposé Déborah. Par exemple, ici, à AST67, plusieurs de nos collaborateurs déjeunent ensemble de manière virtuelle, puisqu'on n'est pas en capacité de se retrouver autour d'une table. Ils se retrouvent autour d'une caméra et du coup, ils partagent leur déjeuner à distance. C'est sympa, ça permet de faire du off et de recréer du lien social malgré la distance. Maintenez une activité physique. Qui eût cru qu'un jour je puisse vous dire ça? Faites du sport, prenez l'air, allez marcher, faire du vélo, dans la limite évidemment de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Du yoga, la relaxation, soufflez, respirez, soufflez, respirez. Prenez du temps pour vous ressourcer. C'est le temps évidemment de lire ce livre que vous aviez toujours voulu lire et évidemment que vous n'avez jamais lu, qui est resté sur votre pile de livres à lire un jour quand vous n'aurez plus rien à faire. C'est le moment de le ressortir. C'est le moment de prendre du temps pour rien faire. Le temps pour la paresse, c'est le temps idéal. Préparez les fêtes, faites des bredele, faites des menele, faites des petites figurines en chocolat, mangez, réjouissez-vous, puisque vous avez fait du sport juste avant, on peut faire tout ça sans aucune culpabilité. Et restons tous positifs en cette fin d'année. Il me reste à conclure ce webinaire en vous disant que toutes les ressources dont nous avons parlé depuis 1 heure et quart, seront disponibles d'ici quelques instants sur notre site internet ast67.org et sur le site de la CST très prochainement. Les guides dont on vous a parlé sur le télétravail, sur la prévention des risques psychosociaux, le replay évidemment de ce webinaire et également son support. On en a terminé pour la présentation. On va maintenant faire place au temps de questions-réponses avec nos experts. Alors, merci à tous d'être encore en ligne jusque-là. Je vais me faire l'écho de quelques-unes de vos questions auprès des intervenants. Juste une seconde, le temps que je les repère. Alors, on sent un peu dans les questions qui se sont enchaînées, et il y en a eu beaucoup, on est un petit peu partagé entre comment faire comprendre aux salariés, comment inciter les salariés à faire du télétravail d'une part, et comment les faire revenir en présentiel d'autre part. On est un petit peu dans l'entre-deux, entre des salariés qui ne veulent pas du télétravail et des salariés qui ne veulent plus revenir en présentiel. Est-ce que quelqu'un peut faire une remarque là-dessus? J'ai vu passer une question de ce type, la réponse que j'ai apportée.
Et tout d'abord, comment dire, identifier le besoin, c'est-à-dire comprendre quelle est la problématique de ce salarié ou de ces salariés qui ne veulent pas faire de télétravail ou qui veulent rester en télétravail à 100% alors que l'entreprise ou le contexte permet de revenir sur site. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait blocage, qu'est-ce qui bloque, et essayer de trouver des solutions qui soient adaptées au travail. Est-ce que la problématique se situe en termes de travail ou en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle? Ces deux sujets ne s'abordent pas de la même manière. Il est important d'aborder, de questionner les deux axes. Et commencer par ça, et si le problème après est généralisé, enfin si ça concerne plusieurs personnes, peut-être ça peut être l'objet d'une question à aborder dans le cadre du dialogue social pour voir comment régler la question. Merci Déborah. La question est posée, j'y vois de moins en moins bien en vieillissant, c'est terrible, on fera un webinaire peut-être là-dessus sur l'acuité visuelle. Une charte de travail est-elle obligatoire en entreprise? Est-ce qu'on est obligé, entreprise, d'avoir une charte, d'avoir rédigé, négocié, discuté d'une charte de télétravail avec les instances représentatives du personnel? La question, elle est, on va dire, posée de cette manière-là, elle est juridique. On n'est pas juriste, donc on ne peut pas répondre voilà, en tant que juriste. En tout cas, nous, on donne une réponse en termes de santé au travail et de prévention. À un moment donné, si le sujet est régulièrement mis sur la table, c'est que clairement, il y a des zones d'ombre, et il est important de répondre et d'éclaircir ces zones d'ombre collectivement dans le cadre du dialogue social. Toujours pareil. La réponse est toujours dans le dialogue social sur ce sujet-là du télétravail et puis de l'impact psychologique. Concernant l'organisation du travail, oui, clairement. Ok. Alors, une question pour Nathan. Alors, la question n'est pas spécifique à ce webinaire, mais elle est intéressante parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas la différence entre un ergothérapeute et un ergonome. Oh, j'ai répondu de nombreuses fois à cette question. La différence entre un ergothérapeute et un ergonome, c'est qu'un ergonome est spécialiste de l'analyse de situation de travail, donc il va s'intéresser à l'impact du travail sur les salariés, tandis que l'ergothérapeute est là pour la personne et donc va accompagner les personnes dans leur situation de vie quotidienne, dans le cadre de leur situation de handicap ou autres problèmes particuliers. Vous êtes ergo, mais encore faut-il savoir ergo de quoi? Mais on s'aime bien, ergonome, ergothérapeute. Et une dernière question, et puis on va en terminer pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Y a-t-il contre-indication entre situation de télétravail et situation de grossesse? Fabrice, peut-être? Alors oui, je viendrai par répondre du coup par écrit. Du coup, j'ai dit que pour ces cas-là, fallait se prendre contact du coup avec son médecin du travail. Du coup, c'est lui qui va définir s'il y a des contre-indications, s'il y a des restrictions du coup à mettre en place. Là-dessus, nous, en tant qu'ergonome ou psychologue du travail, on ne parle pas de l'état de santé du coup des personnes. Donc là, c'est vraiment le médecin du travail qui pourra du coup définir les restrictions à mettre en place s'il y en a. De manière générale, pour les questions que vous auriez encore sous le coude et auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu et vous nous en excuserez ou que vous n'avez pas encore eu, mais que vous aurez en rentrant chez vous ce soir ou en sortant de votre chambre à coucher ou de votre salon si vous êtes en télétravail, n'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail. Comme dit, leurs professionnels de santé au travail sauront vous accompagner, vous conseiller, vous informer puisque c'est leur cœur de métier. Il me reste à vous souhaiter d'abord de remercier les intervenants pour l'animation de ce webinaire dans cette période
pré-fête de fin d'année, qui est toujours une période un peu bousculée dans notre activité. Il me reste à remercier les nombreux participants à ce webinaire qui ont posé de nombreuses questions. Merci à vous pour votre participation à la réussite de ce webinaire. Et il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez au mieux que vous pouvez dans l'attente des annonces de notre Premier ministre ce soir à 18 h. Je vous souhaite un excellent après-midi. Au plaisir de vous revoir l'année prochaine.